Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est de nouveau Geneviève avec vous en direct du Festival du Conte de Chigny pour Radio Sud. Alors là, j'ai la chance et l'immense plaisir d'avoir avec moi un Montréalais qui vient du Québec, donc quelqu'un qui vient de bien loin pour nous voir. Jean-Marc Massy, bonjour. Vaut mieux tard que jamais, en fin de festival, je suis très heureux d'être là. Bonjour à vous. Voilà. Tout à fait, c'est vrai que nous sommes en direct et on arrive un peu en fin, mais vous avez été super occupés puisque vous avez fait quand même plusieurs spectacles ici, vendredi, samedi et encore aujourd'hui. Donc très très occupé sur le festival, mais on va revenir à votre parcours du festival juste après. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous vous présentiez pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas. Donc, qui est Jean-Marc Massy? Jean-Marc Massy n'est pas canadien, n'est pas québécois, il est montréalais. Mon pays, c'est Montréal, c'est la ville de Montréal. Je suis un Montréalais de souche, il y en a très peu, comme les Parisiens de souche. Je suis né à Montréal, je vais mourir à Montréal, je vais me marier à Montréal, je vais divorcer à Montréal, je vais vivre, je vais être en région. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. J'ai une grande fille de 20 ans. J'ai été marié à une Parisienne, d'ailleurs. Non, attendez, c'est important, ça fait partie de mon spectacle. J'ai été marié à une Parisienne et j'ai su, en étant marié à cette Parisienne, que la beauté spontanée de la Parisienne est une beauté apparemment spontanée. Parce que j'ai vu ma femme se lever le matin. Mon ex-femme. Et quand elle se levait, effectivement, elle sortait du lait avec les cheveux déjà qui étaient bien placés. Elle avait sa goutte de Guerlain. Mais où allait-elle mettre sa goutte de Guerlain? Elle choisissait le ganglion qui fonctionnait ou qui était le plus hyperactif pour rentabiliser sa goutte de parfum. Et comme ça, elle embaumait Paris de Guerlain. Non, elle travaillait fort pour être spontanée. Voilà, petite parenthèse d'où je viens, c'est aussi de là. Ok, donc vous avez vécu un peu sur Paris? J'ai vécu 5 ans en France, une année à Strasbourg, une année à Bordeaux, 3 ans à Paris. Je fais une thèse de doctorat en passant, je dis ça comme ça, c'est très rare, j'en parle, à la Sorbonne, ah, mais c'est très bien, en philosophie politique. Donc, comme quoi, les études mènent à tout. Et je suis retourné à Montréal, donc, quand il y a eu le référendum en 1995, pour savoir si on voulait que le Québec soit indépendant, comme l'Écosse, comme le Pays Basque l'a fait, tout ça. Et je suis devenu conteur. Parce que je coûtais trop cher pour être professeur, j'étais trop diplômé, j'étais surdiplômé, donc on voulait pas me prendre parce que il fallait payer davantage. Je faisais de la musique, mais j'étais en train de me perdre dans le sexe, le drogue et la rock'n'roll, et je voulais que ma mère quand même me voie longtemps. Et je suis devenu conteur. Conteur, tu sais, tu finis avec une tisane, tu manges un biscuit sec, il n'y a rien pour te faire éclater le foie. Et c'est pour ça que je suis vivant ici devant vous cet après-midi. Voilà d'où je viens. D'accord, donc vous avez commencé en 95, donc à compter. Vous avez vu cette envie de compter? Non, pas 95, si, c'est ce que vous venez de dire. 95, je commençais, effectivement. Je comptais avec mes groupes de musique. Je faisais du rock alternatif francophone. Ah, oui. Ouais, non, on se prenait au sérieux, là. On était sûr. Donc, professeur, mais conteur, musicien. Professeur drop-out. Quand j'ai vu que j'arrivais pas à enseigner au Québec, je me suis mis sur le RMI, le bien-être social, le RMI, et qui était une subvention déguisée pour que je puisse m'assumer comme artiste. Donc, en un mois, j'ai lâché les études, j'ai lâché le professorat. Je suis devenu chanteur rock dans un band de musique. Nos modèles, c'était le Velvet Underground, Iggy Pop, Lou Reed. OK? Oui, on se roulait nu-ventre sur la scène, je brûlais mon pantalon en cuir rouge. Bref. Et à un moment donné, j'ai dit, ça serait bien que ma fille puisse me voir vieillir, parce qu'elle était retournée en France avec sa mère, puisse voir son père plus tard. Donc j'ai arrêté, et le conte m'a sauvé la vie carrément. Le conte m'a sauvé du stupre et de la luxure. Oui, puisque c'est un tout autre milieu, effectivement. On parle dans des histoires, dans du fantastique. Quoique, par rapport à vos contes, on va y venir par la suite, c'est quand même assez déjanté. Moi, je peux dire que j'en ai vu un samedi, c'était hier. C'est l'histoire d'un gamin qui reste dans son corps d'homme. Ce n'est jamais dit dans le spectacle, comme vous avez pu le voir. Attendez, parce que moi j'ai oublié, mais c'est ce que j'ai, Délirium. Voilà, exactement. C'est quelqu'un qui raconte sa vie, mais comme je fais par moment avec vous ici, c'est impossible pour moi de ne pas aller là, de ne pas aller dans le récit de vie, même en entrevue télé. C'est plus fort que moi, c'est dans mon ADN. Donc, Délirium, c'était ça. Mais à un moment donné, les gens y croient, parce qu'au début, je dis la vérité. Et je ne mens jamais. Je ne fais qu'agrandir la vérité. Mais à force d'agrandir, on sort du cadre. Et on arrive dans une bulle. Et c'est la bulle de la fiction, c'est le fantastique, qui est toujours... Le meilleur mensonge, c'est le mensonge où il y a 99,9% de vérité. Et 0,1% de mensonge. Mais quel mensonge? C'est l'immense sardine qui a bloqué le port de Marseille. Surtout à Marseille. Ouais. Donc, le spectacle que je vais faire cet après-midi à 18h, c'est un spectacle pour enfants. Là, qui s'appelle, on est sur
Il y a d'abord eu, attendez, on va parler de Ouais. votre ancien, d'abord du passé. Oui, on a Pour vu. arriver au futur par la suite. Spectacle Donc, d'ouverture. Voilà, donc le spectacle d'ouverture que vous avez fait, que vous avez fait avec Sophie Serpati, donc en ouverture, c'était Contes croisés. Donc là, ça parlait d'amour et de loup-garou. Pouvez-vous revenir un peu là-dessus? Oui, moi j'avais un conte que j'ai coupé en 3 parties, que j'ai saucissonné. Et entre ces parties-là, Sophie venait faire un conte. Et les images résonnaient. Elle parlait de la fille du roi, la plus belle fille, qui est la fille du roi, qui est une beauté belge. Et là-dedans, elle rencontre un homme, tu vois, puis il se passe des trucs. Et moi, dans mon conte, il y a un être introverti, mais quand il met le pied sur une piste de danse, il devient extraverti. Les canines sortent, tu vois, il transpire comme une bête. Et lui aussi séduit la plus belle fille, la beauté méditerranéenne qui s'appelle la Dolce Vita. Donc, du conte traditionnel, parfois en patois flamand ou wallon, elle jouait là-dessus, c'était très drôle. Et entre moi, mon côté très urbain, tout ça, eh bien, étonnamment, il y avait une complémentarité. Donc, ça a été une belle soirée d'ouverture. Amour et loup-garou. Ah oui, donc effectivement, les auditeurs en ont fait une bonne presse. Ben, tant mieux, tant mieux. On a vu, on a entendu beaucoup, on en a entendu parler beaucoup Petite, dans les couloirs. petite parenthèse, Oui. les gens qui sont venus voir ce spectacle, ils ont vu que je faisais du spectacle pour enfants. Donc, je les croisais dans la rue, moi, depuis 2 jours. Ils me disaient, monsieur, c'est parce que, comment vous faites pour passer de ce répertoire complètement déjanté, chaud, grivois urbain, comment vous faites pour passer à un univers qui s'adresse aux enfants? Ils avaient peur. Ils sont pas sûrs qu'on va emmener nos enfants. Mais je dis, venez au Gradin de Lorraine. C'était il y a à peu près une demi-heure. Venez, je vais vous faire un extrait. Et ils ont compris que la folie, s'il y a bien une chose que les enfants peuvent capter, c'est la folie. Ils sont beaucoup plus ouverts que les adultes. Et naturellement, il y a des choses qui sont... Il y a des choses que j'aborde pour un public adulte. C'est pas nécessaire de l'aborder avec les enfants. C'est pas nécessaire. Mais je peux rester dans le fantastique, par exemple. Et ma folie, elle ne change pas d'un spectacle pour adultes à un spectacle pour enfants. Donc des récits de vie, votre vie, agrandie, mais il doit y avoir quand même, comme vous dites, une petite touche de quelque chose, parce qu'on ne devient pas conteur. Moi, je ne vais pas commencer à raconter ma vie, et je ne serai pas conteur pour autant. Qu'est-ce qui fait que vous soyez là? C'est la parole qui dérape, la parole qui s'emballe, la parole qu'on ne contrôle plus. C'est quand on tombe dans une logorée verbale. Alors, il y a la logorée qui assomme, ça c'est l'invité au dîner de con, qu'on veut juste le sortir de table. Et il y a la logorée qui séduit. Donc, je dirais que le 3/4 du temps, j'ose espérer, ma logorée, mon flot verbal, va capter l'attention, va séduire par une manière de construire mes phrases, par une manière d'aborder le réel pour en faire quelque chose d'affabulé. Mais il peut arriver des fois que ma logorée est aussi assommante que d'autres. J'essaie de faire en sorte que ce soit à 3 heures du matin avec les amis, sous le chapiteau en train de danser, et que ça n'arrive pas sur scène. C'est le défi à relever pour un conteur. Mais c'est naturel, c'est dans mon ADN, c'est génétique. Voilà, oui, séduction, mais partage aussi, je pense. Séduction par la... Partage. Oui, voilà. Séduction par la narration. Et à un moment donné, il faut que tu laisses l'autre réagir. Puis pour que l'autre réagisse, il faut que tu sois capable de gérer ces moments de silence. Tu peux parler pendant 1h15, mais si tu n'es pas capable de placer tes moments de silence pour que le public respire, pour que le public puisse éponger l'émotion, change de métier. Donc le métier de conteur... C'est pas tout de parler, il faut savoir quand ne pas parler. C'est un petit peu comme de la musique alors. Complètement. Moi, oui, c'est... Des blancs, des silences, des croches, des blanches... Des... Tension, détention, monter en rythme. Il faut contraster son spectacle. Si moi, je suis toujours une pile atomique pendant 1h15,